Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le deuxième épisode consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Dans le premier épisode, nous sommes revenus en détail sur une approche historique du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'actualité, c'est-à-dire sur la guerre asymétrique qui oppose depuis le 7 octobre dernier le groupe terroriste du Hamas retranché dans la bande de Gaza à l'État d'Israël. Comme je l'ai dit lors du premier épisode, il ne s'agit pas pour nous de nous placer sur le plan de la morale et de dire qui a raison ou qui a tort. Nous allons essayer d'observer un maximum, de garder une analyse géopolitique et géostratégique à notre échelle parce qu'on n'est pas des professeurs non plus. Et on va essayer d'analyser les événements froidement en nous détachant des émotions et en parlant de géopolitique. Nous avons conclu notre premier épisode en 2007 lors de la scission du mouvement palestinien en deux suite à un conflit interne. D'un côté le Hamas qui contrôle la bande de Gaza et de l'autre le Fatah en Cisjordanie, les deux entités rentrant souvent en conflit l'une envers l'autre. Depuis 2007, les tensions persistent dans la zone. Un blocus est instauré sur la bande de Gaza qui devient une prison à ciel ouvert selon les dires d'Henri Guénaud. Le Hamas tire de nombreuses roquettes en direction d'Israël qui a dans le passé déjà répliqué à plusieurs reprises, avec des offensives aériennes notamment. Depuis 2011, Israël détient le Dôme de fer qui est une machine qui détecte les missiles et qui peut envoyer d'autres missiles pour détruire le missile et permet de savoir précisément où va atterrir ce missile, en zone civile ou en terrain vague. En 2021, Israël souhaite se protéger de la bande de Gaza en érigeant une frontière infranchissable. L'objectif est de se sentir en sécurité. Elle dépense ainsi 1,1 milliard de dollars dans 65 km de clôture. La population gazouille est très jeune, l'âge médian est environ de 18 ans. Il y a 2,3 millions d'habitants sur un territoire de 360 km². Le taux de chômage est de 60%. Il y a un manque d'eau, de médicaments et d'électricité, même en temps normal. Donc on est le 7 octobre 2023, rentrons dans le contexte. Netanyahou a été réélu récemment. Il a donc effectué plusieurs mandats, le premier de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021 et depuis 2022. Il est issu du Likoud, le parti conservateur israélien. Plusieurs semaines et mois avant les événements tragiques du 7 octobre, de nombreuses manifestations avaient été organisées par la gauche israélienne à la suite d'un projet de loi qui n'était pas bien passé dans l'opinion publique. En effet, historiquement, la Cour suprême israélienne a un pouvoir supérieur à celui du gouvernement, ce qui signifie que celle-ci peut retoquer les décisions gouvernementales. Ce dernier a donc voulu passer une loi judiciaire pour abaisser le pouvoir de la Cour suprême. Donc le pays était secoué par de nombreuses manifestations de protestation. Depuis samedi, les manifestations ont cessé. Le peuple israélien, qui s'opposait dans les rues, s'est tout à coup mis côte à côte et a témoigné d'une véritable solidarité. Un gouvernement d'unité de guerre, d'union nationale, rassemblant toutes les factions et partis politiques, s'est mis en place. L'objectif est de gouverner en gérant la situation de crise en oubliant le clivage politique. Donc le 7 octobre 2023, le groupe terroriste du Hamas lance une attaque sur Israël avec plus de 5000 roquettes lancées, plus terroristes qui ont traversé la frontière physiquement pour se rendre sur le territoire palestinien. Le Hamas a effectué de nombreux enlèvements de civils pour se procurer des otages et ainsi prendre davantage dans les négociations futures. Cela leur assure également que l'Israël ne répondra pas de manière trop importante militairement dans sa riposte. Un festival de musique organisé dans le désert à seulement 6 ou 10 km de la frontière avec la bande de Gaza a été l'une des premières cibles du Hamas. Près de 300 victimes ont été recensées. Cela montre d'une part l'échec des services de renseignement israéliens, notamment le Mossad, considéré comme l'un des meilleurs et des plus puissants du monde après la CIA et le MI6. Cela pose aussi des questions sur d'éventuelles failles. La population qui faisait confiance au gouvernement pour les protéger, ces éventuelles failles ne passent pas pour elles et le peuple israélien tout entier tient pour responsable le gouvernement. La confiance qu'ils accordaient explique la forme d'insouciance dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils baignaient, et c'est pour ça qu'il y a eu ce festival assez proche finalement de la frontière avec Gaza. Ils pensaient réellement que la frontière était infranchissable, entre guillemets. Et pour cause, Israël disposait d'un dispositif technologique ingénieux sur sa frontière, des mitraillettes gérées par des IA, des intelligences artificielles. À chaque fois qu'ils détectent un humain qui tente de forcer la frontière, ces IA tiraient. Dans l'histoire conflictuelle d'Israël, il y a toujours eu des commissions d'enquête après chaque guerre, qui ont produit un travail sérieux et qui ont fait chuter des gouvernements à plusieurs reprises pour des failles justement dans les services de sécurité. On verra à l'issue de ce conflit, mais une chose est sûre, il va y avoir des conséquences politiques et sécuritaires à en tirer.
Toutefois, cela n'a pas empêché les 2500 combattants du Hamas de la franchir, donc la question des failles ou de l'infiltration du Hamas dans les services secrets se pose. 15 infiltrations à différents endroits au niveau de la frontière ont été recensées. Le Hamas a utilisé pour la plupart de ces infiltrations les moyens du bord, comme des tracteurs. Le week-end du 7 octobre, des attaques au sud du Liban et donc au nord de l'Israël ont été recensées. Mené par le Hezbollah, le groupe terroriste chiite libanais. Le Hezbollah se différencie du Hamas qui est un groupe terroriste islamiste sunnite. Le Hamas a été créé par les frères musulmans qui est une idéologie mondiale de fanatiques islamistes qui essayent de donner une certaine image déformée de l'islam dans le monde entier via la création de groupes armés terroristes comme le Hamas par exemple. Alors on peut se poser cette première question, qui pourrait financer le Hamas? Ça serait pas l'Égypte. Pas l'Égypte parce que elle mène une guerre sans merci contre les frères musulmans et donc elle n'aurait aucun intérêt à financer le Hamas. Le Hamas est principalement financé, on le sait, par l'Iran et le Qatar qui accueillent sur son sol, le Qatar, le chef de la branche politique du mouvement terroriste. Diplomatiquement, le Hamas est soutenu par la Syrie, l'Algérie, le Sultanat d'Oman, la Malaisie, le Soudan ou encore l'Afghanistan. Alors cette deuxième question, quels sont les acteurs dans la zone ? Les États-Unis sont bien sûr un acteur clé dans la région. Ils occupent une position historique de médiateur dans les conflits israélo-palestiniens depuis 1948. Ils ont beaucoup aidé militairement l'Israël depuis sa création. De plus, au-delà d'Israël, les États-Unis observent une forte présence au Moyen-Orient de manière générale. Par exemple, chaque année, tous les pays du monde, notamment les Occidentaux, envoient de l'aide au développement. Pour les pays en voie de développement. Chaque année, les États-Unis envoient 3 milliards de dollars à l'Égypte et 5 ou 6 milliards de dollars à Israël, par exemple. Cette technique géopolitique et géostratégique américaine du financement des pays leur permet d'avoir des pays amis, entre guillemets, dans le monde, ce qui est toujours très utile en géopolitique ou lors de moments de crise comme on en rencontre aujourd'hui. Vous avez dû voir dans l'actualité que les États-Unis ont également dépêché sur place 2 porte-avions pour surveiller la zone et mettre sous pression le Hamas. Ces porte-avions sont également présents sur place au cas où l'Iran souhaiterait rentrer directement en guerre contre Israël. Elle le fait déjà officieusement en finançant le Hamas, mais donc si elle entrait en guerre officiellement, en engageant son armée régulière, les États-Unis, lui, passent le message, entre guillemets, qu'ils sont également présents sur place. L'Iran a tout à gagner dans ce conflit, étant donné que le Hamas et le Hezbollah sont ses marionnettes. Initialement, dans la République d'Iran, il y avait un Shah d'Iran qui était allié d'Israël et observait une vision pro-occidentale sur la scène internationale. En 1979, une révolution islamique a eu lieu, le gouvernement a été balayé et les militants de la révolution islamique ont pris le pouvoir, ce qui a induit des changements géopolitiques majeurs. Ils ont alors porté des objectifs très clairs, dont le principal était la destruction et l'anéantissement de l'État d'Israël, ce qui est clairement inscrit dans leur charte de 1979. L'Iran cherche donc aujourd'hui à faire respecter sa constitution islamique. L'Iran a un deuxième intérêt à adopter une attitude coercitive à l'égard d'Israël, un intérêt rejoignant la symbolique, une donnée primordiale à prendre en considération dans la zone du Moyen-Orient. Pour le comprendre, il faut remonter le temps et revenir en 1973. Nous sommes alors en pleine guerre de Kippour, il y a 50 ans, presque jour pour jour. Le jour de Kippour figure comme le jour le plus saint du calendrier juif. Il prie, il jeûne, etc. C'est un jour où Israël est plus vulnérable, c'est un jour chômé et la majorité des militaires ne sont pas présents dans leur base militaire. C'était déjà la stratégie adoptée en 1973, mais également cette année, ils ont refait cette stratégie en octobre 2023 où les Juifs célébraient une autre fête que Yom Kippour, c'était la fête des cabanes, Sukkot. La dimension religieuse symbolique prend tout son sens quand on s'aperçoit également que l'attaque a eu lieu un samedi, le samedi 7 octobre 2023, jour de Shabbat, donc un jour saint d'un point de vue religieux pour les Juifs. L'Iran avait enfin une dernière raison qui l'a motivé dans la planification du calendrier des attaques, c'est qu'un accord allait bientôt être signé entre Israël et l'Arabie Saoudite afin qu'ils trouvent un compromis pour tendre à une reconnaissance mutuelle. L'Iran ne souhaite pas ce rapprochement, elle a donc raisonné en se disant si Israël est attaqué, elle va, comme elle l'a déjà fait dans l'histoire, répliquer sévèrement à l'encontre de la population palestinienne. Et alors l'Arabie Saoudite ne pourra plus la soutenir, ce qui mettra un terme au rapprochement des deux États et à la rédaction de l'accord de reconnaissance. Si l'accord entre l'Arabie Saoudite et Israël ennuyait tellement l'Iran,
c'est qu'il aurait pu être déterminant. En effet, l'Arabie Saoudite est considérée comme le centre religieux du monde musulman. C'est l'État protecteur des lieux saints, la Mecque ou Médine, et c'est aussi celui qui a été pendant des années l'État arabe le plus conservateur. L'Arabie Saoudite est un pays à majorité sunnite, donc qui représente tout de même 80% des musulmans dans le monde, et les 20% des musulmans dans le monde, ce sont des chiites. Si l'Arabie Saoudite venait à reconnaître Israël, cela sonnerait comme un message envoyé à tous les musulmans du monde, qui serait aussi d'adopter la même position. Ce serait également la voie ouverte à la pacification des relations entre les Juifs et les Arabes sur le long terme au Moyen-Orient. De plus, le Hamas est un groupe islamiste, radical sunnite, branche des frères musulmans, et verrait donc sa légitimité théologique et religieuse de son combat contre Israël s'effondrer si l'Arabie Saoudite reconnaissait l'État d'Israël. Cependant, l'Iran est un acteur clé car elle comporte des alliés puissants dans la région. Le Liban tout d'abord qui occupe une position éminemment stratégique, notamment au regard de sa géographie, c'est le voisin d'Israël. Depuis 1948, les guerres entre le Liban et Israël ont été nombreuses. Israël occupait le sud du Liban en 1985 jusqu'à 2000. En dénonçant les attaques venant de l'Organisation de la Libération de la Palestine, l'OLP, elle aussi implantée au Liban. En 1985, c'est la naissance du Hezbollah libanais qui appelle à l'anéantissement d'Israël. C'est à la fois un parti politique islamiste chiite et un groupe paramilitaire plus puissant que l'armée libanaise, soutenu et financé, comme on l'a dit, par l'Iran. Israël, c'est tout cela, c'est pour ça qu'elle concentre aussi une partie de sa riposte militaire au soutien de l'Iran. Pour preuve, plusieurs tirs frontaliers réguliers ont été recensés entre Israël et le Hezbollah, notamment dans le sud du Liban. L'autre acteur clé, c'est la Syrie qui est un allié de l'Iran, car l'Iran a sauvé le régime de Bachar al-Assad et l'Iran s'est donc implanté à cette occasion en Syrie et dispose de milices et de bases militaires sur place, notamment près d'Alep et de Damas. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu des frappes israéliennes contre les aéroports d'Alep et de Damas. L'autre pays, enfin, c'est l'Irak, qui est un pays majoritairement chiite et on peut constater aussi la présence de milices iraniennes sur le sol irakien. Il y a aussi le Yémen, enfin, qui est aussi l'allié de l'Iran. Le Yémen avec une communauté chiite, les Houthis, qui soutient l'Iran. Le jeudi 19 octobre, ils ont lancé des missiles en direction d'Israël qui ont été interceptés par la marine américaine au-dessus de la mer Rouge. La Jordanie est un autre acteur clé dans la région, même si elle est trop souvent oubliée. C'est un allié d'Israël. Ils ont d'ailleurs signé un accord de paix. Un lien fort également qui unit, donc, comme tu l'as dit, Alan, la Jordanie et les États-Unis, avec une aide financière américaine qui se fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec les amis géopolitiques. Et donc, les États-Unis vont utiliser la Jordanie pour militariser, mettre des soldats. La stratégie d'envoyer des aides financières au pays permet d'avoir un allié par la création d'une dépendance, ce qui permet par la suite que le pays se plie à vos exigences plus facilement et vous permette, par exemple, comme je viens de le dire, d'envoyer des troupes, de militariser en cas d'un conflit dans le pays d'à côté. Le Maroc a demandé une désescalade du conflit sans incriminer le Hamas. L'Azerbaïdjan a dénoncé le Hamas et soutenu Israël. Mais une position qui était assez inattendue, c'est celle des Émirats arabes unis qui ont tenu à soutenir Israël en dénonçant les actions du Hamas. La cause palestinienne est la cause arabe par définition. Elle renvoie à la notion de Oumma, la nation arabo-musulmane, une traduction littérale du mot en arabe, dont la cause est la libération de la Palestine et donc la création de l'État de Palestine. L'Oumma, c'est un imaginaire collectif, c'est un sentiment d'appartenance à un ensemble qui n'est pas géographique ou qui n'est pas au sens d'une entité juridique ou organisationnelle, matérielle à proprement parler. Or, on observe depuis quelques années un rebattage des cartes des intérêts géostratégiques mondiaux. Ça fait 80 ans que certains États veulent détruire Israël et n'y sont pas arrivés. Et donc certains États qui auparavant soutenaient la Palestine tentent de se rapprocher de plus en plus d'Israël, notamment par la voie économique. L'Iran a ainsi appelé aujourd'hui, le 1er novembre, les pays musulmans à mettre fin à leurs échanges économiques et commerciaux avec l'État hébreu, en bloquant notamment les exportations de pétrole et de nourriture. Ce rebattage des cartes au niveau géopolitique a conduit à la signature de plusieurs accords de paix au Moyen-Orient, comme les accords d'Abraham signés durant le mandat de l'ancien président américain Donald Trump, qui est jusqu'à présent le seul président de l'histoire des États-Unis
qui n'a ni créé de guerre, ni été à l'initiative d'une guerre, ni a participé à une guerre. Et c'est assez rare pour le souligner. Trump, tout comme l'ensemble des anciens présidents américains, est pro-israélien. Il s'était engagé, et il a tenu cet engagement, de vouloir faire la paix au Moyen-Orient en faisant signer des accords de paix et de reconnaissance des pays arabes vis-à-vis d'Israël. Avant son mandat de 2016 à 2021, seulement 4 pays avaient un accord de paix et de reconnaissance avec Israël. L'Égypte depuis l'accord de paix en 1979, la Turquie depuis 1975, l'Azerbaïdjan qui l'a toujours reconnu et la Jordanie depuis 1993. Trump a donc entamé des négociations avec plus d'une dizaine de pays, dont le Maroc, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, le Soudan. Ou encore le sultanat d'Oman, pour ne citer que. Il a obtenu une signature de paix de la part de 5 États, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis et encore Oman. L'Indonésie était aussi en bonne voie d'accepter les accords, mais cela a été mis en suspens. Et puis l'Arabie saoudite, nous en avons déjà parlé. Alors on peut se poser la question, vers quelle sortie de crise maintenant? Une analyse géopolitique de la situation peut apporter plusieurs plans de sortie de crise, mais ce ne sont que des hypothèses et des prospections. Alors la première hypothèse, c'est celle-ci. Israël réussit à éradiquer le Hamas, comme ils l'ont souligné, et placé comme principal objectif par notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et c'est un plongeon alors qui se ferait dans l'inconnu, puisque la question réside, qu'est-ce qui va être fait dans ce cas de la bande de Gaza? Le Hamas la gouverne depuis 2007, cette option est un peu floue et surtout elle semble dure à organiser puisque le Hamas dispose d'otages, ce qui retient nécessairement la réaction militaire d'Israël. La deuxième option, l'Iran intervient militairement, objectivement en engageant son armée régulière, ce qui semble irréaliste pour une raison géographique puisqu'elle devrait passer soit par la Jordanie, alliée d'Israël et surtout des États-Unis, soit par la Syrie qui est en situation de guerre civile. Mais si l'Iran intervient, on peut se diriger vers une guerre de grande ampleur puisque les États-Unis d'Amérique interviendraient également. Aujourd'hui, il y a de grandes tensions dans la région. La présence des 2 porte-avions américains est également là pour dissuader une intervention iranienne. Depuis le 7 octobre, le Hamas suit une stratégie claire, celle d'utiliser les zones civiles, par exemple des cours de mosquées, des sous-sols ou encore des hôpitaux pour lancer des roquettes pour que ça retienne Israël dans sa riposte, notamment avec une peur de viser les civils directement ou indirectement, et donc de ne pas respecter le droit international humanitaire. Et en fait, la stratégie du Hamas, c'est que Israël soit condamné par l'ensemble de la communauté internationale et que finalement, plus personne ne la soutienne. La rhétorique du Hamas, c'est de montrer au monde que Israël est l'ennemi à abattre, et que tous les moyens sont bons pour cela, même l'emploi du terrorisme. Alors, on peut se poser enfin la question du sort des otages. Fin octobre, selon l'armée israélienne, le nombre d'otages s'élevait à 239, chiffre à prendre avec des pincettes puisque dans une guerre, la propagande est des 2 côtés. Mais en tout cas, chose sûre est qu'il reste encore beaucoup d'otages et que parmi eux figurent de nombreux ressortissants étrangers qui ont été enlevés ou d'ores et déjà tués. La stratégie de prendre des otages assure au Hamas que les pays occidentaux, avec la présence de leurs compatriotes dans les otages, ne tenteront pas d'intervenir et qu'ils feront pression sur Israël pour qu'elle ne réagisse pas de manière trop offensive. Sur les otages, on a un exemple historique. Gilad Shalit, qui est un militaire franco-israélien qui avait été pris en otage en 2005, est resté plus de 5 ans emprisonné dans la bande de Gaza. Israël n'a cessé de négocier avec le Hamas et elle a réussi à obtenir sa libération en échange de, tenez-vous bien, 1027 prisonniers palestiniens. Comme je le disais précédemment, le Hamas sait qu'en prenant autant d'otages, il obtient une position de force lors des négociations. Israël, disposant de l'arme nucléaire, dispose aussi, et c'est une autre possibilité, de réduire en cendres, de raser la bande de Gaza en quelques minutes. Mais elle ne le fait pas et elle ne le fera pas, car ce serait signer son propre arrêt de mort, géopolitique, géostratégique, et cela mettrait fin à l'ensemble de ses liens diplomatiques dans le monde entier, car personne ni aucun pays ne pourrait cautionner cela. Alors, va-t-on vers une importation du conflit en France? Alors on parle beaucoup dans les médias de ces derniers jours de l'importation du conflit en France. Il y a clairement une importation du conflit israélo
Hamas en France actuellement, indique Robert Ejn, directeur exécutif du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. La France insoumise refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, notamment une interview de Mathilde Panot, la chef du groupe à l'Assemblée nationale, qui est devenue rapidement virale le 10 octobre 2023. Il ne faut pas faire des généralités cependant, car certaines personnalités influentes au sein de la France insoumise, comme François Ruffin notamment, n'a pas hésité à se séparer de la ligne de conduite du parti sur ce sujet. On voit aussi, et ça rentre dans le sujet de l'importation du conflit en France, qu'il y a une recrudescence en France, mais pas seulement, aussi dans des pays européens comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, d'actes antisémites. Il y a donc des tags antisémites, des étoiles de David ou alors des croix gammées qui sont retrouvées depuis quelques jours sur des maisons ou des appartements dans lesquels logent des juifs, mais également dans des facultés ou des écoles juives dans plusieurs villes de France. Les synagogues ou des commerces cachers parisiens ont également reçu des menaces. Ça paraît incroyable comme situation, mais c'est vraiment ce qui se passe depuis quelques jours si vous suivez l'actualité. En Allemagne, une synagogue a même été la cible d'un jet de cocktail Molotov. 850 incidents ont eu lieu en France. Plus de 6000 signalements en ligne ont été réalisés selon Elisabeth Borne. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait renforcer la surveillance devant les lieux de culte. 430 interpellations et 230 enquêtes sont en cours selon lui. Nous ne laisserons rien passer, disait Mme Borne à l'Assemblée le 31 octobre. Elle tient donc un discours de fermeté. Le bilan, c'est 5000 Gazaouis qui sont morts, dont plus de 2000 enfants, 15 000 blessés, 1400 Israéliens, dont la plupart des civils le jour de l'attaque du 7 octobre dernier, 326 soldats israéliens et 31 journalistes qui sont morts. Israël a depuis quelques jours renforcé sa réponse militaire. Elle effectue des raids aériens israéliens de nuit très meurtriers, près de 100 morts par nuit. Elle affirme avoir touché près de 11 000 cibles depuis le début de la guerre. Des convois humanitaires arrivent en flux selon Biden et Netanyahou. Depuis le 21 octobre, c'est près de 117 camions chargés d'aide humanitaire qui se sont rendus sur place. Israël a accusé le Hezbollah de provoquer l'escalade des tensions et pourrait mener à une généralisation du conflit en incluant directement le Liban. Selon l'ONU, 19 000 personnes ont été déplacées en prévention. Au moins 30 Français sont morts. C'est le plus grand bilan humain depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. 7 Français sont encore portés disparus. La position de la France, qui a été défendue par Macron lors de son voyage sur place en Israël, est premièrement la désescalade du conflit. Deuxièmement, le soutien inconditionnel à Israël et la condamnation des actes terroristes, le mot est important, du Hamas. Troisièmement, le soutien aux populations civiles touchées. Quatrièmement, enfin des perspectives politiques avec la reprise d'un véritable processus de paix, des engagements de création d'un État palestinien en arrêtant la colonisation israélienne et en validant, en encourageant des négociations de paramètres pour que les Palestiniens et les Israéliens vivent côte à côte. La France appelle à une trêve humanitaire pour permettre la distribution de l'aide aux Gazaouis. Joe Biden a dit que des éventuelles discussions pour un cessez-le-feu seraient engagées après la libération de tous les otages. Les Américains disent que cela va profiter au Hamas, lui donnant le temps de se reposer et de se réarmer. Pour finir, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU a fait une action forte ce 31 octobre. Il a accroché une étoile jaune en référence au statut imposé aux Juifs par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré qu'il la porterait, je cite, « tant que le Conseil ne condamnerait pas les atrocités du Hamas ». Il poursuit en déclarant, et je cite toujours, « Certains d'entre vous n'ont rien appris ces 80 dernières années. Certains d'entre vous ont oublié pourquoi cette organisation, l'ONU, a été créée. » Voilà, on arrive au terme de ce deuxième épisode consacré à l'émission spéciale sur le conflit entre Israël et le Hamas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je veux adresser un remerciement particulier à Alan qui m'a accompagné lors de cette vidéo et à Tom qui est dans les coulisses, qui a participé au premier épisode. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous que l'aventure du média The TN Show peut survivre, peut continuer. Merci Tristan, à toi aussi pour nous aider à réaliser cette vidéo. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt.